La Russie se bombarde elle-même, encore une fois. Oui, vous avez bien entendu, et le pire, ce n'est pas la première fois, ce n'était pas juste une petite erreur. La Russie a bombardé une ville russe entière, bien à l'intérieur de ses propres frontières, et ce n'était pas intentionnel, c'était de la pure négligence. Voilà à quel point l'armée russe est inefficace. Elle ne sait même pas où vont ses propres missiles. Ils essaient d'attaquer l'Ukraine et finissent par toucher leur propre peuple. Alors décomposons exactement ce qui s'est passé, et nous parlerons aussi d'autre chose. Poutine est maintenant si paranoïaque qu'il diffuse des publicités avertissant les Russes de ne pas aider l'Ukraine. Et tout comme ces missiles égarés, les marchés mondiaux réagissent de manière imprévisible. Une mauvaise décision et vos économies pourraient en pâtir. Alors si vous voulez comprendre comment la guerre façonne les économies et comment protéger vos investissements, téléchargez notre guide d'investissement totalement gratuit. Il explique les principaux risques, ce qu'il faut surveiller et comment garder votre argent en sécurité. Le lien est dans la description. Commençons par les images. La Russie a lancé son attaque matinale habituelle sur l'Ukraine, mais cette fois quelque chose a mal tourné. Un missile ou une partie de celui-ci a atterri dans une ville russe et cela s'est produit dans la région de Lipetsk, loin de la frontière. Le missile, un X-22 sur X-32 russe, valant des millions. Les conséquences ? 500 foyers ont perdu l'électricité, aucun blessé signalé, mais la Russie l'admettrait-elle ? Mais attendez, il y a plus. Quelques jours avant cet incident, la Russie l'a fait à nouveau. Cette fois, ils ont largué l'une de leurs propres bombes intelligentes, FAB-250, sur eux-mêmes. Et ce n'est même pas l'histoire la plus folle que nous avons pour vous aujourd'hui. Avant d'y arriver, je veux parler de quelque chose de vraiment intéressant. Comment les journaux russes couvrent tout cela. Un journaliste de la BBC, Steven Rosenberg, suit la couverture médiatique russe depuis l'intérieur du pays et disons simplement que c'est révélateur. Plus tôt sur cette chaîne, nous vous avons montré certaines des questions difficiles qu'il a posées directement à Poutine, des questions que franchement je serais terrifié de poser en Russie parce que n'oublions pas, Poutine n'est pas exactement un fan des journalistes étrangers. Alors regardons ce segment de Rosenberg, ça vaut le coup d'œil. Encore une fois, les journaux russes dressent un tableau sombre de l'économie. Selon Moskovski Komsomolets, 70% des prêts contractés par les Russes en décembre provenaient d'institutions de microfinance, des solutions à court terme pour survivre jusqu'au prochain salaire. Il y a un an, ce chiffre était de 47,4%. Mais voici le paradoxe. Les statistiques officielles prétendent que les revenus augmentent, mais en réalité, les gens ont du mal à couvrir les besoins essentiels, loyer, services publics, factures médicales. Le journal rapporte que 15 à 20% des Russes dépendent désormais de prêts juste pour s'en sortir. L'inflation l'année dernière, officiellement 9,52%. Mais regardez de plus près, les prix du lait ont grimpé de 16%, le beurre de 36%, les fruits et légumes de 22% et les pommes de terre d'un incroyable 92%. Et ce n'est pas seulement la nourriture. Izvestia rapporte que les pièces de rechange pour les voitures étrangères ont flambé, en hausse de 20 à 50% en un an. Les marques européennes comme Mercedes, BMW et Volkswagen sont les plus touchées. Les sanctions et les problèmes de paiement étranglent l'approvisionnement, poussant les prix encore plus haut. Pendant ce temps, l'espoir que Donald Trump mette fin à la guerre en Ukraine en faveur de la Russie s'estompe. Commerçant note que l'appel tant attendu entre Trump et Poutine continue d'être retardé. Étrange, étant donné à quel point cela devrait être simple, mais remarquez ce que les médias russes ne disent pas, les chiffres des victimes. En effet, le discours de Poutine a changé. Lors de sa séance de questions-réponses de 4 heures le mois dernier, il s'est vanté de gagner quelques mètres de terrain chaque jour. Il semblait oublier qu'en 2022, il avait promis que Kiev tomberait en 3 jours. Maintenant, il célèbre des progrès minimes tout en perdant des centaines de milliers de soldats. Et les médias d'État, il continue de relayer son message, insistant sur le fait que le temps joue en faveur de la Russie. Cependant, la réalité économique raconte une autre histoire. L'inflation est hors de contrôle et même les chiffres trafiqués du gouvernement ne peuvent cacher la tendance. Alors que la plupart des économies voient l'inflation diminuer, celle de la Russie continue d'augmenter. La Banque centrale a relevé les taux d'intérêt à 23%, mais Poutine les blâme pour la crise.
ignorant le fait que son gouvernement imprime de l'argent à des niveaux imprudents. Les salaires et les primes militaires dépassent ce que les entreprises peuvent offrir, forçant plus de Russes à rejoindre l'armée juste pour survivre. Et en parlant de primes, voici une histoire qui résume le système défaillant de la Russie. Les soldats se voient promettre 40 000 $ s'ils sont blessés sur le front, 70 000 $ à leur famille s'ils meurent. Mais il y a un hic. Une veuve russe craint maintenant de ne pas recevoir un deuxième paiement parce qu'elle a déjà perdu un mari en 2022 et a perçu une compensation. Pourquoi ? Parce que le gouvernement est désespéré d'éviter de payer. L'année dernière, les compensations pour décès et blessures militaires représentaient 6% du budget de la Russie. Ainsi, tandis que le Kremlin s'accroche à sa propagande, les Russes ordinaires voient la vérité. Leur argent achète moins, leurs dettes s'accumulent et même ceux qui risquent leur vie pour la guerre de Poutine sont lésés. Le temps ne joue pas en sa faveur. Quoi qu'il en soit, continuons. La prochaine histoire que je veux vous montrer est intéressante parce que malgré ce que certains journaux disent, que Trump essaie vraiment d'aider la Russie, les choses ne sont pas si simples. Bien sûr, il y a tout ce discours musclé, les affirmations selon lesquelles Trump veut que la Russie gagne la guerre, mais en réalité, tout le monde en Russie n'est pas ravi de lui. En fait, certains commentateurs militaires russes à la télévision d'État, oui, la télévision d'État, pas des journaux indépendants, sont assez mécontents de la façon dont Trump a traité leur pays. Vous vous souvenez de ce tweet que Trump a posté juste avant son investiture, peut-être quelques jours avant, peut-être quelques jours après. Il a essentiellement dit que la Russie était en position de faiblesse et qu'elle ferait mieux de venir à la table des négociations, sinon les sanctions ne feraient qu'empirer. Eh bien, ce message n'a pas bien été reçu par les voix pro-russes et maintenant nous avons des images de la télévision d'État russe qui exposent vraiment tout cela. Maintenant, parlons de Trump. Voici ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux. Je ne cherche pas à nuire à la Russie, j'aime le peuple russe et j'ai toujours eu une très bonne relation avec le président Poutine malgré le canular radical de la gauche sur la Russie, la Russie, la Russie. Nous ne devons jamais oublier que la Russie nous a aidés à gagner la Seconde Guerre mondiale, perdant près de 60 millions de vies dans le processus. Cela dit, je n'ai pas d'autre choix que de faire à la Russie, dont l'économie échoue, et au président Poutine une très grande faveur. Concluez maintenant et arrêtez cette guerre ridicule. Si nous ne concluons pas un accord bientôt, les choses ne feront qu'empirer. Si je dois le faire, j'imposerai des taxes élevées, des tarifs et des sanctions sur tout ce que la Russie vend aux États-Unis et aux autres pays participants. Mettons fin à cette guerre, facilement ou difficilement, plus de vies ne devraient être perdues. Et c'est là que le message de Trump se transforme en ultimatum. Il agit moins comme un président américain et plus comme un patron autoproclamé du monde. Sacha Sladkov a même dit qu'il est comme un gars qui n'a pas été giflé depuis longtemps. Donald Trump a-t-il une stratégie précise? Qui cherche-t-il à influencer ou à confronter? Certaines sources avancent même qu'il pourrait mettre un terme à la guerre. Mais par quels moyens, sous quelles conditions? Une intensification des sanctions, un isolement diplomatique renforcé. Dans les faits, la situation est complexe. La Russie, par son étendue territoriale et ses ressources, reste un acteur incontournable. Pendant ce temps, les États-Unis traversent des divisions internes et l'Europe fait face à des difficultés croissantes. Mais sur le terrain, plus le conflit s'enlise, plus les tensions s'exacerbent. Les déclarations se multiplient. Certains les interprètent comme des indices sur la suite des événements. Des négociations auront probablement lieu, comme toujours. Trump, fidèle à sa stratégie, cherche à établir un rapport de force avant d'ouvrir le dialogue. Face à cela, la communication officielle évolue. Faut-il réagir par des déclarations publiques? Faut-il renforcer la posture stratégique? L'escalade verbale se poursuit, alimentant les spéculations sur les intentions réelles des différents protagonistes. Dans les médias russes, les discours insistent sur l'unité nationale face à ce qu'ils considèrent comme une menace extérieure. La rhétorique est claire. Il ne s'agirait pas, selon eux, d'un conflit interne, mais d'une lutte contre ceux qui seraient perçus comme ayant trahi leur pays. La nécessité d'une issue décisive est largement mise en avant.
Dans ce contexte, certains propos relayés par la télévision d'État surprennent par leur tonalité, notamment lorsqu'ils évoquent l'arme nucléaire comme un levier stratégique. Cela interroge sur la perception de la puissance militaire conventionnelle et sur la place de la dissuasion dans le discours officiel. Pendant ce temps, un nouvel incident militaire a attiré l'attention. La Russie a une fois de plus été victime d'une erreur de frappe sur son propre territoire. L'événement s'est produit quelques jours avant l'incident mentionné précédemment. Une bombe guidée conçue pour frapper des cibles à distance a été accidentellement larguée dans l'oblast de Belgorod. L'information a d'abord été relayée par des canaux Telegram russes. L'engin, une MBD 250, n'a causé ni victime ni dégâts majeurs. Belgorod se situe à proximité de la frontière ukrainienne, une erreur de trajectoire qui, bien que moins dramatique que d'autres incidents, soulève des questions sur la précision et la gestion de ces frappes. Ces bombes dites planantes ont été développées pour éviter d'exposer les avions russes aux défenses aériennes adverses. L'objectif est de rester en territoire russe, de larguer l'armement à distance et de laisser les bombes atteindre leur cible de manière autonome. Ces frappes visent principalement des infrastructures stratégiques, mais certaines ont déjà touché des zones civiles, ce qui alimente les tensions et les condamnations internationales. Dans ce cas précis, l'engin n'a pas franchi la frontière, une erreur qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Les conflits ne se limitent jamais au champ de bataille, ils ont des répercussions profondes sur l'économie, la stabilité des marchés et les choix stratégiques des États. Face à cette incertitude, il est essentiel de comprendre les dynamiques économiques en période de crise. Un guide détaillé sur les stratégies d'investissement en temps d'instabilité est disponible en description. Son objectif est d'apporter des repères pour mieux anticiper les évolutions et sécuriser ses choix financiers. Le lien est accessible ci-dessous. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.